Bonjour et bienvenue dans Expat Aptitude, le podcast qui explore l'aspect humain de la relocalisation, de la mobilité internationale et de la vie au-delà des frontières. Ce podcast est produit par La Relocation. Je m'appelle Vera. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous amener dans un voyage. Chacun de nous souhaite faire de sa vie un beau voyage. Un voyage riche, vivant, habité. Le voyage nous mène à jeter l'ancre dans des ports lointains. Que ce soit une envie de liberté, une opportunité professionnelle qui surgit ou un rêve longtemps porté. Et ces départs deviennent alors un véritable projet de vie. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parcourir les grandes étapes qui dessinent ce voyage avec notre invitée, Barbara Poggioli, coach de vie certifiée, pour comprendre comment préparer le départ, calibrer sa boussole, régler ses voiles et garder. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, c'est, Barbara, sur quoi portes-tu ton attention dans un premier temps lorsque tu t'apprêtes à accompagner un client dans ce projet de... Je porte mon attention au point de départ vraiment sur la configuration du départ. Est-ce que c'est un voyage en solo? Est-ce que c'est un voyage avec équipage? C'est un couple, il y a peut-être une famille. Et puis, c'est important de comprendre en fait si cette expérience pour la personne, c'est conçu comme un point de départ ou un point d'arrivée, par exemple un départ à la retraite, hein, tant rêvé, ou si en fait c'est seulement, enfin seulement, ou si c'est une étape, pour en fait un objectif beaucoup plus important après. Et encore là, est-ce qu'on parle d'un départ définitif ou un départ, à durée déterminée? C'est pas la même chose parce que en fait, c'est les enjeux qui changent et puis disons que l'impact sur la vie, de la personne est pas le même selon la configuration. Oui, c'est ce que je trouve intéressant ici, c'est l'idée qu'il n'existe pas un seul type de départ. La configuration du projet change complètement la manière de l'aborder, tant sur le plan pratique que le plan émotionnel. Et Tout à fait. avant de lever l'ancre et de quitter le port, une étape essentielle, je crois, s'impose. Comment À mon avis, prendre une décision sereinement, ça implique en fait, c'est d'avoir l'état d'esprit, d'en comprendre, qu'est-ce qui se joue, en comprendre, les choix qui s'offrent à nous et les implications et puis surtout avoir la clarté d'esprit en fait de trouver en nous les ressources pour faire ce choix. Aller dans la direction choisie sans continuellement se regarder en arrière, changer d'avis et cetera et puis surtout, de trouver en nous les ressources, de tirer profit de cette décision. En fait, sans cette clarté, on reste dans une phase, d'indécision. C'est de l'immobilité et puis c'est très inconfortable comme zone. On reste au carrefour. Donc cette clarté pour moi est très important pour prendre une décision avec sérénité. Et quels sont les pièges fréquents? Alors, bah, il y en a plusieurs, mais je dirais que, il faut porter attention à 3 qui sont, à mon avis, les 3 pièges principales. La première, c'est de croire qu'en fait, il y a qu'un seul bon choix, une seule bonne décision, en fait. Alors qu'en réalité, une décision, au moment où on la prend, ce n'est qu'un choix à un moment T. C'est qu'est-ce qu'on de cette décision qui est importante. En fait, comment on va l'incarner et en fait, quelle personne je décide d'être et quelles expériences j'ai envie de faire une fois que cette décision est prise. Parce qu'en réalité, on décide de rester ou qu'on décide de partir, il y aura de toute manière des moments qui sont formidables et puis des moments difficiles, de toute manière. Maintenant, c'est, ce que j'essaie d'explorer avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment, bah, quelle expérience j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je veux vivre dans un scénario comme dans l'autre? Et puis surtout de prendre la responsabilité de sa propre expérience. Ça, c'est important. Donc ça, c'est un peu disons le problème enfin, c'est un des problèmes, qu'on peut rencontrer, ouais. Et le deuxième, le besoin d'être sûr. Là, je m'y reconnais un petit peu. J'aime bien, enfin, c'est d'avoir tout verrouillé, d'avoir anticipé tous les imprévus avant de prendre une décision. Heu,
On fait en fait du surplace, déguisé en fait déguisé en recherche. Tu sais la préparation du choix, hein, mais on reste au carrefour, en réalité. Donc là que c'est important en fait, c'est juste de repérer ce mécanisme et en fait de comprendre que, bien sûr, l'émotion de certitude, on aimerait être certain qu'un choix, il est parfait à 100, mais en fait, c'est de comprendre que beaucoup d'expériences, il faut les vivre pour savoir si elles nous conviennent, hein. Et de se dire: «OK, bah, j'ai pas la certitude, mais je fais déjà un pas, puis en deuxième, en troisième. Certaines réponses viendront en chemin, en fait. Mais il faut commencer à se mettre en mouvement si on le fait pas. Et beaucoup de réponses, on les a pas. Et puis de s'accompagner et puis vraiment, hem, certaines expériences, faut y être pour, voilà, savoir que c'est le choix qui nous correspond. Puis, on peut pas être sûr à 100. Donc il faut, voilà, je porter attention quand même à ce mécanisme qui existe. Ah, et la troisième piège? Alors la troisième, c'est, je prends une décision, je m'y engage Oui. et je laisse mon cerveau me proposer de revenir sans cesse au scénario initial. Hmm. Heu, Par exemple, voilà, je décide de partir vivre en France et je m'y installe et puis, j'ai plein de pensées: «Et si j'étais restée en Suisse? Aujourd'hui, je serais mariée. Et si j'étais restée en Suisse, je serais déjà CEO de mon entreprise». Voilà, c'est le cerveau qui nous propose en fait, il on est resté dans le scénario initial, on n'a pas Hmm. adopté la posture du choix de la décision qu'on a fait et ça nous amène dans une posture qui est très, comment dire? C'est de l'insatisfaction. En fait, on ne vit pas ma vie en France, à ce que j'ai choisi, mais en même temps, je ne vis pas mon scénario initial. Je suis entre les 2 Hmm. et là, c'est de faire attention, en fait, juste de repérer quand il y a, ces mécanismes de «et si et si», bah, juste les repérer, essayer de s'accompagner et puis, bah, de comprendre que le moment où on a pris une décision avec Hem, nos envies du moment, les ressources du moment, c'était le bon choix à ce moment-là. Si aujourd'hui, avec le recul, au bout de 6 mois, 1 année, 2 ans, et bah, ça ne correspond plus, bah, c'est pas grave, je fais un autre choix. Mais je ne reviens jamais au carrefour initial. Alors que ces mécanismes, au contraire, nous ramènent toujours au carrefour initial et ça, c'est important de s'accompagner et de repérer ce genre de pensée. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui hésite entre partir ou rester? Je proposerais une exploration qui s'appelle du succès ultime. Elle Hmm. est en fait en opposition à l'exploration, hem, du scénario du pire. Je sais pas si tu connais, mais donc voilà, c'est à l'heure du pire et ça au contraire, c'est le succès ultime et je trouve que cette exploration est importante parce que c'est vraiment qu'est-ce qui pourrait se passer d'extraordinaire dans un cas comme dans l'autre, hein, que je décide de partir ou de rester, si le succès était assuré dans les 2 scénarios, quel choix je ferais pour moi? Bah, c'est très intéressant. Ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'il nous pousse à garder à la fois nos peurs et nos ambitions, pas seulement les peurs. Trop souvent, je crois, nous prenons des décisions en nous concentrant uniquement sur le risque. Mais explorer aussi le scénario extraordinaire du succès permet de rééquilibrer ce regard et de faire des choix parfois plus conscients, plus alignés avec la réalité. Oui. Tout à fait, parce que la réalité, c'est que, bah, c'est 50 de la vie. Dans chaque choix qu'on fait ou direction qu'on prend, en réalité, il y aura du 50 des moments difficiles et des 50-50 d'extraordinaire. De penser comme ça enlève un peu cette pression et parce qu'on se comprend que l'enjeu, au fond, n'est pas si lourd et si pesant à porter, hein et on s'accompagne, on se fait confiance. Et une chose, je suis très curieuse, c'est dans
dans ta expérience, qui motive le plus souvent les personnes à partir vivre à l'étranger? C'est le travail, c'est la famille? Alors, c'est multiple. Sincèrement, c'est vraiment, je crois pour chaque personne, il y a une motivation qui est différente. Bien sûr, ça peut être vraiment, pour améliorer sa qualité de vie ou de vivre une expérience culturelle. Ça peut être pour suivre un conjoint qui peut-être, lui, est originaire de cette région, puis on décide de le suivre. Alors, en fait, c'est vraiment multiple. Et ce que j'aime bien explorer c'est cette motivation est fondamentale parce qu'en fait, c'est un peu comme le carburant de ce voyage. C'est très important d'y mettre de mots parce que quand on décide de s'expatrier, de partir, il y a déjà une partie administrative qui est très lourde. C'est pas toujours facile. Et en fait, c'est son why et son pourquoi, il perché on y va. C'est vraiment d'y mettre des mots et c'est ça qui va un peu nous porter et nous permettre dans des moments difficiles de rester en fait en mouvement et de s'accompagner dans son choix. Le why, le pourquoi et la motivation est très important. Et puis voilà, il y en a plein. C'est vraiment, multifactoriel et multiple. Je dois dire que dans notre expérience chez la relocation, ce motivation, ce pourquoi est effectivement central. Et c'est souvent lui qui fait la différence entre une expatriation subie et une expatriation vécue comme un véritable projet de vie. Hem, oui, c'est ça dans notre expérience. C'est que des fois, il y a l'un et l'autre, ce qui est, que j'ai remarqué qui est difficile. Il y a une opportunité professionnelle qui Mmh. s'offre à nous, mais on n'a pas choisi le pays. Oui, Ça, c'est c'est vrai. aussi différent. Certaines personnes, disons que je veux aller, vivre au Canada, c'est un rêve et je veux trouver un travail au Canada. D'abord, c'est la destination et après, il y a l'opportunité professionnelle. Mais des fois, en fait, c'est l'entreprise propose un poste à l'étranger. Ce poste, il est à Shanghai, il est au Canada, il est plutôt oh, ouais, je sais pas, j'ai jamais imaginé faire ma vie là-bas. Des fois, c'est carrément une partie du choix est subie et une partie du choix pas, non. C'est délicat et c'est pas évident et comme tu dis très bien, cette motivation est fondamentale. Oui, oui, c'est vrai et parfois, c'est au contraire, le pays que choisit, nous et pas le contraire. Tu as dit que ça, c'est très délicat et qu'est-ce qui rend ce type de projet si délicat, sur le plan humain? Bah, heu, c'est parce que ça touche en fait, comment dire? Tous nos repères, ils sont chamboulés. C'est de la langue, les codes sociaux, fois même notre statut social et ça demande vraiment une adaptation et notre cerveau aime pas trop ça, parce que ça demande de l'effort. Il aime pas l'inconnu. Donc, il va nous faire une résistance et cette résistance en soi, elle est bien, il faut l'écouter, et avancer avec elle et il faut pas laisser cette résistance, faire le choix à notre place, hein. Et c'est voilà, ça demande une adaptation qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de résistance. Parce que voilà, comme je disais, le cerveau aime pas l'inconnu. Donc, c'est voilà, il faut s'accompagner dans ce changement. Ah oui, on peut dire que les mots-clés sont dans ce domaine sont résistance, et changement et c'est, quelque chose, je n'avais jamais pensé à la résistance, dans le projet de l'expatriation, je dois c'est cette idée de ne pas lutter contre la résistance, mais d'apprendre avec. Tout à fait. Parce que cette résistance, pardon, je t'ai interrompu, mais elle est humaine et puis ça dépend beaucoup des cultures. Certaines cultures, si on pense à la culture en Amérique, enfin, je veux pas faire de généralité, mais pour eux, ils se réinventent 3-4 carrières, et cetera. Culturellement, en fait, le changement, se réinventer et dans d'autres cultures, c'est plus difficile, il y a plus de Mmh. résistance. Là aussi, je veux pas faire de généraliser, mais des fois, disons, de genre, les hommes, des fois, on sont plus attirés par le changement et ils y vont, on verra bien, on y va, je me pose pas de problème. Les filles, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais parce que ça touche vraiment à une manière aussi dont on a été élevé. On le laisse grimper sur les arbres et puis, prendre des risques. Les filles, souvent, c'est: «Oh, attention à ta robe, prends pas de risque, c'est cool».
Elle ouais, donc en fait, cette résistance au changement, sortir de notre zone de confort, elle dépend d'énormément de facteurs. Il y a pas de juste ou de faux, c'est juste de comprendre que cette résistance, elle est là et puis, quelle place on lui donne dans la prise de choix. Ça, c'est à chacun de voir. On fait s'adapter et on fait aussi de recréer, son propre écosystème dans le que la personne, vive. Et je trouve c'est difficile de recréer exactement son écosystème dans une nouvelle culture, un nouveau pays, etc. Et oui, je crois ça c'est bon. Une de les préoccupations. Et ça me porte à une autre question. Quelle est la préoccupation qui revient le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes? Je dirais ouais, la question qui revient le plus souvent, c'est: «Est-ce que je vais arriver à m'intégrer?» Et je trouve que c'est une question essentielle, parce que chacun mette les mots sur l'intégration, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Concrètement, ça comment je serais que je me sens intégrée? C'est important parce que c'est une préoccupation, hein, que je vois et il y a pas de juste ou de faux. En fait, c'est un processus. C'est pas quelque chose qu'un jour je suis intégrée et c'est bon. Non, en fait, c'est un processus. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis elle est vraiment propre à chacun et c'est vrai que de clarifier sa propre définition d'intégration pour pouvoir avancer avec sérénité, pour moi, est fondamental. Et merci, Barbara. Une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Et la question est, que signifie pour toi l'expat aptitude? Je dirais que, c'est pas facile, votre question, mais, je dirais que pour moi, c'est une posture, c'est un regard. En fait, c'est un regard qu'on décide de porter sur la manière dont on veut vivre cette expérience. À mon avis, il est empreint de curiosité, de présence à soi, d'ouverture. En fait, c'est vraiment, une un regard qui nous permet de s'ouvrir au monde, tout en fait en restant alignés avec ce qui est important pour nous et en fait construire, la vie rêvée. Ah oui, je trouve que celui-ci résume très bien tout le concept tu as parlé avec nous, tout le regard, l'ouverture et être présent aussi dans le voyage pour construire le voyage, n'être pas passif, mais part actif de ce voyage. Et merci beaucoup d'avoir partagé ton professionnel et tes réflexions nous rappellent que la relocalisation ne se résume pas à un simple changement de pays. Il s'agit aussi de gérer ses émotions, ses relations, ses attentes et son identité. Et alors, merci encore d'avoir été avec nous Merci à toi pour aujourd'hui. l'invitation. Et à tous Merci. ceux, Oui. merci. Et à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver cet épisode d'Expat Aptitude sur YouTube et Spotify. Et si vous souhaitez participer à la conversation, utilisez le hashtag Expat Aptitude sur les réseaux sociaux et partagez votre histoire. Rendez-vous dans le prochain épisode. Au revoir. Au revoir.